Je crois que ça devait être en 2004 ou à la fin 2003, je ne sais plus exactement. J'ai reçu un courrier de l'auteur. Il écrivait une lettre en disant qu'il avait écrit un livre, que ce livre avait été traduit dans un certain nombre de langues. Il m'a envoyé quelques coupures de presse en langue étrangère, quelques extraits en anglais si je me souviens bien. Bref, tout ce qu'il fallait pour être convaincant et me donner envie de me lancer dans l'aventure. Bref, on a surmonté ces quelques difficultés et puis il y a une chose un problème qui s'est posé à moi, c'est que il y a eu très rapidement une superposition de l'œuvre et de l'auteur. C'est-à-dire que, encore au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'œuvre de Patrick Ourénec, en tout cas pour moi, qui la pratique, qui la publie et qui tente de la défendre le moins mal possible, relève un peu de l'insaisissable. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, bien sûr, de comprendre ce que je publie, mais j'ai toujours ce sentiment que quelque chose m'échappe. Et très rapidement, à fréquenter l'homme dans les rapports que j'ai avec lui, je me suis retrouvé confronté au même problème. C'est-à-dire que j'avais affaire à quelqu'un de tout à fait civil, avec lequel j'entretiens d'excellentes relations, mais quelque part, il y a quelque chose qui m'échappe et qui est insaisissable. Non point qu'il soit absolument indispensable de tout maîtriser, et c'est quasi impossible humainement quand on fait le commerce des hommes, mais quand même on a 2 ou 3 points de référence, et là je dois dire que autant l'œuvre me surprend quand je la lis pour la première fois en français, et autant quand je la relis, je la comprends mieux, j'y découvre des choses, mais j'ai le sentiment toujours, et je ne peux pas en dire autant de tous les ouvrages que je publie, c'est que je dois avouer qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, mais qui ne relève pas, je dirais, de l'entendement intellectuel, mais qui relève un peu de la démarche. C'est-à-dire que quand on est quelque part, on prend une direction, et puis sans crier gare, on se retrouve ailleurs. Et il y a quelque chose, je dois avouer, d'assez déstabilisant, et qui n'aurait aucune importance si l'œuvre était comme ça et l'homme, je dirais, et ça n'a rien de péjoratif, ordinaire, ou si l'homme était comme ça et l'œuvre était ordinaire, c'est-à-dire acceptable, lisible par beaucoup de monde. Et il m'a fallu faire avec. Il m'a fallu faire avec dans la mesure où tout de suite, il y a eu de ma part et des gens qui m'accompagnent dans ce travail, une adhésion à l'œuvre, c'est-à-dire au travail de création. Et tout de suite, on s'est aperçu, dès la publication du premier ouvrage qui était Europeana en 2004, que l'on avait affaire à un auteur, c'est très banal de le dire, qui comprenait, qui saisissait et qui avait la maîtrise de tous les codes du roman, de la littérature et de son histoire, et qui prend un malin plaisir systématiquement à dynamiter ces codes, à les bousculer, à leur tordre le cou, à les violer. Et il fait la même chose avec la langue. Ça, c'est une autre histoire. Et cela permet d'avoir, à mes yeux, une œuvre en perpétuel renouvellement. C'est-à-dire que quand on trouve quelque chose dans un ouvrage, avec Patrick Ourénec, il faut impérativement que la fois d'après, ou parfois dans le même livre, il bouscule ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire que le confort n'est jamais exploité, combien même il inventerait un procédé littéraire. Dès qu'il fraye avec ce procédé littéraire pour exprimer quelque chose, pour imposer une situation ou une idée ou un jeu de mots ou le tout à la fois,
très rapidement, il ressent, quand je dis il, rassurez-vous, je ne parle pas en son nom, je ne fais que donner mon point de vue, cela s'entend. Il ressent l'obligation systématiquement de déstabiliser le lecteur et j'ai le sentiment de narguer le lecteur, de narguer la critique et accessoirement de narguer ses éditeurs. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où nous avons à faire avec un écrivain où le terme d'autonomie, dans le sens le plus entier du terme, s'applique à mes yeux parfaitement. C'est-à-dire que aussi bien l'œuvre que l'auteur, pour ceux qui le connaissent et qui ont eu des rapports avec lui, pour parler vite, disons, d'ordre professionnel dans le monde de l'édition ou dans le monde de la critique, à mes yeux, pour ce que je sais, je n'ai jamais vu quelqu'un pouvoir arrêter la chose. Quand je dis l'arrêter, c'est-à-dire en avoir la maîtrise et pouvoir en faire ce qu'il veut. Il y a toujours quelqu'un, en l'occurrence l'auteur, qui prend un malin plaisir à bousculer cette situation, à sortir ce que je pourrais appeler un joker, toujours avec une logique implacable. C'est-à-dire que la chose est totalement assumée, et si on y réfléchit avec un minimum d'intelligence, c'est logique d'être comme ça. Et on ne pouvait pas être autrement quand on a lu les textes qui étaient là. Tout ça pour vous dire que c'est une histoire extrêmement compliquée, mais dont je me réjouis suffisamment vu que j'ai récidivé et que je continue et que je ne suis pas prêt de, comment on dit en français, de lâcher le morceau. C'est-à-dire que cet auteur fait partie de notre catalogue à ce jour. Et je pense qu'il le sera à l'automne prochain parce qu'on a un nouveau projet ensemble d'un nouveau livre. Et je pense que les choses vont continuer comme ça et vont durer. Et je crois aussi pouvoir me permettre de dire, parce que dans le cas qui nous intéresse, je n'ai pas choisi de publier cette œuvre. Je l'ai choisi in fine, mais c'est l'auteur qui s'est adressé à moi. Et à l'époque où il s'est adressé à moi, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif ou il n'y a rien de péjoratif à dire cela. Patrick Kourenic était totalement inconnu en France, ou presque, dans la mesure où il n'avait pas publié d'ouvrage avant le premier ouvrage que nous avons publié. Donc, j'ai pris la décision, après avoir pris connaissance du projet, mais je dois dire que l'auteur s'étant adressé à moi, j'ai le sentiment d'avoir été choisi avant de choisir moi-même. Et là, c'est tissé une histoire secrète, parce que les échanges sont brefs et limités. Comme vous le voyez dans ces livres, il y a un sens de l'économie extrêmement prononcé. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un mot de trop, mais très souvent, il y en a quelques-uns de moins. Et quand on peut supprimer une articulation, ma foi, pourquoi pas? Et donc, à partir de là, se construit une relation. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, j'avais quelques notes, et puis je vous parle de tout à fait autre chose. Il y a quelque chose de paradoxal, parce que c'est à la fois, comment vous dire, une relation que j'entretiens avec cette œuvre et cet auteur, qui dans un premier temps me paraît extrêmement bancale, et dans le même temps est extrêmement solide, c'est-à-dire forte. Et elle est forte parce qu'elle est tissée par un propos qui dissout les contradictions humaines. C'est-à-dire que le fil qui tend cette œuvre, que l'on essaye de faire connaître, est si fort à mes yeux qu'il dissout les différends, et c'est la chose à mes yeux la plus importante, c'est-à-dire que c'est l'œuvre qui domine les hommes. Et en ce sens, elle est appelée à se développer et appelée à durer.
Et puis les livres se sont poursuivis, ils ont été publiés. Il est vrai qu'avec le premier livre de Patrick Ourednik, Europeana, en 2004, c'est-à-dire ça fait maintenant 8 ans, nous avons rencontré un fort succès d'estime, un assez grand succès critique et un succès auprès des lecteurs qui, au jour d'aujourd'hui, pourraient passer pour honorables, disons. C'est-à-dire que pour un écrivain de langue étrangère, avec Europeana, le coup d'essai que nous avons fait pour faire connaître cette œuvre s'est très rapidement transformé en réussite, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion du public et de la manière la plus belle que je puisse connaître dans le milieu de l'édition. C'est-à-dire que bien sûr il y a eu beaucoup de critiques de ce livre-là, mais il y a une chose qui ne remplacera aucune critique et qui est d'un effet extrêmement conséquent, c'est quand c'est le public qui devient lui-même critique, c'est-à-dire que celui qui lit un livre en parle à son environnement et chacun connaît 5, 10, 15 personnes autour de lui et à son tour, celui qui a été contaminé par le précédent en parle à 10, 15 personnes qui en contaminent un autre. Et je crois que ça s'est passé de cette manière-là, la diffusion assez large en France de l'œuvre de Patrick Ourednik quand nous avons commencé par Europeana. Et quand c'est comme ça ne trompe pas parce que la critique, si importante et si objective soit-elle, si analytique qu'elle puisse être, n'est jamais suffisante. Et comme nous vivons des temps, disons, assez troubles, où la confiance des lecteurs envers la critique va s'amenuisant quand elle n'atteint pas un degré de méfiance, c'est-à-dire que si un critique, ou si on parle trop d'un livre, on arrive à un stade aujourd'hui où le public aurait tendance à s'en méfier et à tourner le dos à cette œuvre. Et là, c'est extrêmement important parce que ce qu'on appelle en français le bouche à oreille est une chose qui a beaucoup fonctionné pour les livres de Patrick Ourednik en France, je suppose ailleurs aussi, mais je ne parle que de ma propre expérience, et lui a fait gagner une communauté de lecteurs. Vous savez, quand on se refile un bon tuyau, une bonne information, une petite combine, un petit truc, et qu'on le passe à l'autre et que chacun s'en sert à son tour. Et pour revenir aux publications ultimes que nous venons de réaliser, à savoir le roman Classé sans suite et le recueil de poésie Le silence aussi, je dois dire que le livre a été salué par de grands quotidiens français. Le premier n'a rien fait de moins que de titrer son article « Un maître en subversion ». Et tout de suite, en dehors du développement de l'article, correspond tout à fait à ce que je dis à mes yeux au début de mon intervention, à savoir que Patrick Ourednik a eu cette capacité à dynamiter les codes du roman pour les transformer et en faire autre chose. Et le second quotidien a choisi comme titre « Moqueur à l'ouvrage ». Et ce qui, à mes yeux, encore une fois, je ne m'arrête qu'au titre de ces deux critiques, correspondent assez bien au profil de l'œuvre et de son auteur. Et puis, il y a aussi un semblant de malentendu avec l'œuvre de Patrick Ourednik que nous publions en France, c'est que nous publions un auteur tchèque. Et un auteur tchèque qui est traduit en français, avec certes, ce qui ne facilite pas la tâche à pas mal de gens, la participation de l'auteur, mais c'est un auteur traduit du tchèque en français. Or, il s'avère que dans mes relations avec Patrick Ourednik, j'ai très rapidement noté
qu'il maîtrisait le français dans son expression beaucoup mieux qu'un certain nombre de Français que je connais dans le monde, disons pour parler vite de la littérature, et dont le français est la langue maternelle. Et le paradoxe est que, on pourrait se dire, et je me suis moi-même posé la question, mais pourquoi diable cet auteur n'écrit-il pas directement en français, puisqu'il le maîtrise parfaitement. Il corrige les versions de ses traducteurs, et je sais que cela prend pas mal de temps et use un peu les traducteurs avec toutes ces remarques. Et je suis très frappé par le fait que Patrick Ourednik maintienne coûte que coûte l'écriture dans sa langue maternelle. Et ça correspond tout à fait à mon impression, c'est-à-dire que je crois qu'il est impossible d'écrire vraiment. On peut écrire des choses, mais quand on écrit vraiment une œuvre, je crois qu'il est impossible de ne pas écrire dans sa langue maternelle, bien que nous avons des exemples d'écrivains. Par exemple, nous avons de grands écrivains italiens dans le 19e siècle qui n'ont pas écrit dans leur langue maternelle. Nous en avons dans le 20e, mais c'est plus proche de nous, donc on ne va pas en parler parce qu'on ne sait pas si c'est des choses qui vont durer. Mais il y a un certain nombre de grands écrivains italiens, par exemple, du 19e siècle, qui ont écrit une grande partie, voire la majorité de leur œuvre, en français. Et je suis assez frappé par cet attachement à la langue, qui n'est pas, à mes yeux, quelque chose de sentimental, mais qui me semble relever, encore une fois, je prends toutes les libertés pour exprimer tout ce que je dis, et je ne parle au nom de personne, encore moins au nom de l'auteur, parce que c'est une chose impensable à mes yeux, et je parle en mon nom propre, je tiens à le préciser encore une fois. Cet attachement à la langue originale qui fait qu'il n'est pas possible d'écrire véritablement une œuvre autrement que dans sa langue maternelle, même si on a quelques exemples qui contredisent l'énoncé que je viens de prononcer. Et cet attachement, et c'est un écrivain de langue tchèque, donc c'est tout à fait, naturel qu'il soit à chaque nouvelle publication invité dans votre centre culturel qui a la spécificité d'être tchèque, qui me vaut l'honneur d'être invité à chaque nouvelle publication et de prendre un verre avec vous et de prononcer quelques mots. Et c'est une chose qui m'oblige à méditer dans une époque où on assiste à un brassage de population énorme, où l'on assiste à un brassage de langues, où maintenant tout le monde vit ici ou vit ailleurs, où tout le monde est quelque part un peu déraciné, où tout le monde est quelque part obligé de s'adapter à une société, à un mode de vie, à un fatum, à des us et coutumes quotidiennes qui ne sont pas les nôtres, mais la vie fait que c'est comme ça. Et de plus en plus, j'ai par exemple publié un jeune écrivain italien il y a 2 ans qui a écrit un roman en français directement, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit « je vis ici, je partage ma vie avec des Français, je pratique le français tous les jours, et donc j'ai écrit en français ». Et donc on assiste à ce développement, mais aussi on assiste à une chose qui me paraît beaucoup plus inquiétante, qui est quelque part un affaiblissement de la langue. C'est comme si on assistait à une langue qui s'étiole. Et on le voit parfaitement, et je vous donnerai un tout petit exemple. Pour les besoins de mon travail récemment à propos d'un artiste belge, je devais faire traduire du français en anglais un texte de présentation. Et j'ai une amie qui enseigne, une amie anglaise bien sûr, qui enseigne la littérature française à Glasgow. Et je lui ai envoyé un petit mot en lui demandant si elle voulait bien avoir la gentillesse et si elle disposait d'un peu de temps pour me traduire un bref texte en anglais. Et j'ai reçu immédiatement une réponse, et la réponse, je dois dire, m'a assez perturbé,
La réponse était « En quel anglais veux-tu que je le traduise ?» Et je dois dire que ça m'a nécessité un temps de réflexion, et puis je lui ai dit « Mais je ne comprends pas bien. » Elle me dit « Tu veux que tu veux que je te traduise le texte en anglais ou en anglais européen ?» Et là, si vous voulez, ça correspond tout à fait à ce que je viens de soulever comme problème et à cet entêtement. Mais pour moi, ce n'est pas un entêtement, c'est une impossibilité d'écrire toujours en tchèque, alors que l'auteur dont il est question, et je le sais, et je l'ai vérifié, a une excellente maîtrise de la langue française. Et je crois que c'est en même temps, mais je m'égare un tout petit peu, j'ai l'impression, une forme de résistance à un peu au problème de l'appauvrissement des différentes langues à travers le brassage des langues et des populations auxquelles on assiste. Et je crois que c'est une chose qui maintient au plus près la démarche d'un auteur que de perpétuer, c'est-à-dire d'être en quelque sorte l'héritier d'une langue et de jouer un rôle de conservateur au sens que Flaubert donnait aux conservateurs quand il disait conservateurs qui ne conservaient rien, et quand les conservateurs ne remplissent plus leur tâche de conservation, c'est-à-dire leur tâche réactionnaire de maintien d'un héritage, ben c'est aux autres de s'emparer de cet héritage pour le perpétuer. Et c'est personnellement comme cela que j'interprète l'attachement de Patrick Hourednik à perpétuer, à continuer à écrire ses livres directement en tchèque. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire très rapidement, sans trop m'étendre autour de mes relations avec l'auteur et avec son œuvre, et très rapidement comment je l'ai perçu. Et je pense que c'est suffisant comme ça. Très bien. 2 mots sur les livres, ou bien on les découvre en lecture. On peut en parler. Très rapidement, 2-3 minutes. Je dois dire que pour moi, ça a été une expérience de lecture pour le recueil de poésie Le Silence aussi, parce que je n'avais pas du tout l'expérience qu'on pouvait pratiquer la lecture de la poésie en riant et des fois même en éclatant de rire. Et ça, pour moi, ça a été une véritable surprise parce que, évidemment, quand je dis ça, il n'y a pas chez l'auteur la recherche du gag programmé qui fait rire exactement là où il faut, comme certains professionnels du rire savent le faire. Mais il y a, comment dire, une distance et une ironie par rapport aux choses, par rapport aux êtres, une causticité dont je me sens très proche, c'est-à-dire qu'il y a un humour qui est très spécifique et à mes yeux très peu répandu, et je crois que c'est une erreur d'affirmer en disant c'est de l'humour tchèque. C'est pas faux, mais c'est insuffisant. Parce qu'en disant ça, on se débarrasse du problème, c'est-à-dire on répond, mais on évacue le problème. C'est au-delà de cela, au-delà de ça à mes yeux. Et quant à Classer sans suite, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, c'est une démarche totalement suicidaire. Ça a été ma première réaction. Et je me suis dit, et si je m'embarque dans cette aventure, j'entame moi-même une démarche suicidaire. C'est-à-dire, voilà une époque où, paraît-il, les gens lisent de moins en moins. Les livres ont de plus en plus de mal à se vendre. Et tout ce que vous pouvez entendre, qui me paraît assez erroné, mais c'est comme ça que les choses se passent, et disons, ce que je vous répète, sont un peu l'état d'esprit de l'époque.
Et quand je reçois ce manuscrit et que je commence à lire la première page, j'ai, pardonnez-moi si je fais une erreur technique, nous avons tous les coups d'une partie d'échecs. N'étant pas joueur d'échecs, je sais jouer aux échecs, mais sans plus, c'est une chose qui m'est assez étrangère. Et puis voilà que le premier chapitre commence comme cela. Et puis l'auteur construit une histoire. Et on a l'impression de rentrer, comment dire, peut-être quelque chose d'un roman policier, une enquête, il y a un inspecteur. Et puis tout d'un coup, on est planté là, abandonné. Je veux dire, il y a quand même une responsabilité. Quand on écrit un livre et qu'il y a un lecteur qui achète le livre et qui prend le livre pour rentrer chez lui et qui rentre là, je veux dire quand même l'auteur doit avoir un certain minimum de maîtrise, de professionnalisme, de savoir-faire. Il y a des règles, il y a une histoire à raconter, quelle que soit l'histoire d'ailleurs, quel que soit le style. Et puis on est là, et puis on tourne la page et on ne comprend plus. Et puis on est planté là, on est abandonné, et puis on repart vers autre chose. Et en même temps, quand je dis qu'on a l'impression que l'auteur nous narguait, mais s'il ne faisait que nous narguer, ça pourrait être un caprice, et puis une démarche, disons, de petite envergure, et puis on pose le livre là, on ne le termine pas, on a dépensé quelques euros, en l'occurrence 9, et puis on se dit... Je me suis trompé, comme ça arrive, on achète un livre et puis on l'abandonne. Le problème, c'est qu'il se permet toutes ces facéties dans son récit, mais il nous maintient en haleine et il nous entraîne jusqu'au bout. Et il s'offre le luxe de nous faire publier et de faire partager au public une postface qui rentre, qui s'intitule Libre Suite, à classer sans suite, ça donne déjà le ton. Une postface signée d'un Jean Montenot, qui existe, mais tout le monde s'interroge quant à son existence réelle. Les lecteurs, la critique, tout le monde pense que l'auteur commente sa propre œuvre, mais l'homme existe. Hein. Il a une adresse postale. Je ne l'ai pas rencontré, mais il a une adresse postale. Et puis là, on a une analyse, et même dans l'analyse qui est faite, c'est-à-dire qu'on se demande jusqu'au bout qui se moque de qui. Et ça, moi, je dois dire que c'est d'une force et d'un brio qui me laisse vraiment pantois, c'est-à-dire c'est chapeau bas, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de tout, et on a quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Mais faire ce qu'il veut, je peux faire ce que je veux et renverser la table. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour moi de dire j'ai renversé la table, on s'en fout. Mais quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, mais contrairement aux mauvais livres qu'on achète, qu'on commence à lire une fois chez soi, on dit oh merde, et on le pose et on l'arrête, là on a un auteur qui nous tient au collet, c'est-à-dire comme ça, et qui nous mène jusqu'au bout. Et ça, je dois dire que c'est une force certaine pour arriver à cela, avec toutes les réserves d'usage que j'ai énoncées pendant toute mon intervention. Donc, on est condamné. On est condamné, c'est-à-dire que moi, je l'avoue très sincèrement, vous voyez, c'est comme devant la justice, j'enlève les mains pour dire qu'on est innocent. Je me laisse emprisonner bien volontiers avec une œuvre pareille.